À la une de ce journal, 17 personnes ont perdu la vie dans une nouvelle attaque attribuée aux terroristes ADF dans la région de Beni. Au Nord Kivu, les assaillants ont frappé simultanément le quartier Ngadi en ville de Beni et le village de Vemba dans la zone de Mayagonse, ce qui a énervé la population qui a manifesté ce lundi. Début de solution. Suite à la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, les autorités sanitaires ont présenté ce week-end 4 survivants pris en charge par le centre médical évangélique de Bunia. Un signal d'espoir dans cette opération de riposte courageuse. Dans le reste du continent, l'Éthiopie tient ce 1er juin ses élections générales, c'est-à-dire les législatives et les régionales. Quelques 50 millions d'électeurs se sont enregistrés pour confirmer ou non les assurances du Premier ministre sortant, Abiy Ahmed, qui part largement favori. Mesdames et messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal avec ces nouvelles inquiétantes depuis le Nord Kivu où la ville de Beni, chef-lieu provisoire des institutions provinciales, est replongée dans la psychose suite à une nouvelle attaque terroriste. Au moins 19 civils ont été tués ce week-end dans le camp des Pygmées au quartier Ngadi, au nord de la ville. La population impuissante a compté ces morts, mais aussi plusieurs blessés graves. Nous rejoignons tout de suite notre correspondant dans la région, Martial Bendelo. Inquiétude, questionnement, Beni replonge dans la psychose après le nouveau massacre des civils la nuit de samedi à dimanche 31 mai en Ngadi et à Vemba sur l'axe Beni-Mavivi. Plus d'une dizaine de corps ont été retrouvés avec des traces de coups de machette et d'autres armes blanches. Les habitants accusent le groupe terroriste ADF de perpétrer ces nouvelles tueries après plus de 2 ans d'accalmie dans la zone. Ce que confirme l'armée, le secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord dit être à la trousse des assaillants qui ont réussi à s'infiltrer dans la zone, tuant les paisibles populations. La veille, des alertes circulaient annonçant des mouvements suspects autour de Beni. Certaines sources sécuritaires alertent sur la tendance des combattants ADF de retourner dans leurs anciens bastions. À l'est du territoire de Beni, leurs mouvements sont signalés dans ce sens par des agriculteurs. Au lendemain de ces nouvelles tueries massives, l'axe Beni-Oicha sur la route nationale numéro 4 était barricadé ce lundi matin. Des manifestants qui exigent plus d'engagement dans les opérations militaires contre les actions terroristes à Beni. Des nouvelles de la riposte contre la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Le ministère de la Santé publique, à travers l'Institut national de santé publique, a procédé à la présentation officielle de 4 survivants déclarés guéris après leur prise en charge au centre médical évangélique CME de Bunia. La cérémonie a été présidée par le directeur général de l'INSP en présence du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé en mission d'évaluation de la situation épidémiologique en Ituri. Ebola en Ituri. 4 survivants ont été déclarés guéris et présentés officiellement à Bunia. Parmi les 4 survivants présentés figurent une femme et 3 hommes, tous sortis guéris du centre médical évangélique de Bunia après avoir bénéficié d'une prise en charge médicale appropriée conformément au protocole de lutte contre la maladie à virus Ebola. On avait annoncé un premier guéri après presque une dizaine de jours que nous avons commencé cette riposte. Donc c'était déjà une première victoire. Nous avons 4 de nos infirmiers, de nos personnels soignants du centre médical évangélique ici, qui étaient positifs, qui ont été pris en charge dans leur propre structure, travaillé. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de les présenter comme des malades guéris d'Ebola. Pour moi, la première des choses, c'est la joie. Pourquoi? Parce que je suis un combattant. J'étais sur le terrain et c'est là où l'action a commencé. Et nous regrettons parce qu'il y avait notre médecin qui était décédé. Mais pour moi, c'est quoi? Pour moi, c'est en voyant que le médecin est parti. Moi, je suis vivant. Est-ce que je suis digne plus que ce médecin-là? Non. Ce n'est que la grâce de Dieu. À cette occasion, des certificats de guérison leur ont été remis, attestant officiellement leur rétablissement et marquant leur victoire sur la maladie. Cet événement constitue un signal encourageant dans le cadre de la riposte en cours et témoin de l'efficacité des interventions menées par les équipes sanitaires avec l'appui de partenaires. On n'avait plus le virus avec vous et vous pouvez brandir ça même dans la communauté. Pour ceux qui auront des doutes, montrer qu'il y a un certificat de décharge.
Le ministère de la Santé, à travers l'INSP, réaffirme son engagement à poursuivre les efforts de surveillance et de prévention, de prise en charge et de communication des risques afin de mettre fin à cette épidémie et de protéger les populations. Un détail avant de poursuivre ce journal, le président de la République, Félix Tshisekedi, évoque des raisons de sobriété et d'efficacité en réduisant les nombres des conseils de ministres. Ces réunions avec les membres du gouvernement présidés par le chef de l'État qui se tenaient toutes les semaines n'auront lieu que 2 fois par semaine désormais. Aux commentateurs de préciser que l'heure ne serait plus au long discours, mais plutôt à l'action immédiate en recentrant les échanges sur l'essentiel. Parlons à présent du débat principal de l'heure. Les organisations de la société civile estiment que le changement constitutionnel risque de favoriser la partition du pays et pourrait conduire la nation dans une crise. Dans une déclaration ce week-end, elles appellent les dirigeants à surseoir cette démarche en privilégiant la tenue d'un dialogue sincère entre Congolais afin de favoriser la cohésion nationale. La RDC traverse une période critique de son histoire. Les priorités nationales doivent être la restauration de la sécurité, la défense de l'intégrité territoriale, l'assistance aux populations affectées par la guerre et le renforcement de l'unité nationale. Les votes de la loi référendaire dans un contexte national extrêmement sensible redoublent notre inquiétude. Les élus du peuple doivent se rappeler leurs responsabilités historiques dans la préservation de la paix, l'unité nationale et la démocratie. L'histoire retiendra les décisions prises dans ces moments critiques où la nation est menacée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Au président de la République de conduire le peuple congolais vers la paix durable, l'unité nationale et la libération des partis sous occupation. De préserver la cohésion nationale, éviter l'escalade des tensions politiques et de détendre le climat politique en évitant de promulguer la loi référendaire nationale. D'abandonner l'initiative de changement ou de révision de la Constitution à cette période. Secundo, président du Sénat, d'épuiser dans la sagesse à l'exemple historique du président honoraire du Sénat, l'honorable Léo Kengo Adondo, qui, en 2015, dans un esprit républicain, avait évité au pays de sombrer dans une grave crise politique et sociale. Par contre, ce même week-end, le parti politique Alternatif pour le Congo, que dirige Michel Omba Talouata, a tenu un point de presse pour soutenir le changement de la Constitution. Après avoir été consulté par le président ad intérim de l'UDPS, il semble avoir été convaincu et parle désormais de 4 piliers pour le changement de la Constitution alignés sur le plan juridique, social, culturel et économique. Au cours de cette rencontre avec le média, le parti politique de Maître Michel Omba, Alternatif pour le Congo, a indiqué que leur position fait suite aux consultations menées avec le secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS. Il estime que le débat sur l'avenir de la Constitution doit être abordé dans un esprit républicain et en tenant compte des réalités actuelles du pays. Défendant la nécessité d'une réforme constitutionnelle, Maître Michel Omba Talouata a évoqué 4 piliers fondamentaux qui, selon lui, justifient cette démarche, les dimensions juridiques, sociales, culturelles et économiques. Il a soutenu que l'évolution du pays impose une adaptation du cadre constitutionnel afin de répondre efficacement aux défis du développement et de la gouvernance. La Constitution elle-même a prévu le mécanisme de sa mort, de sa disparition à l'article 5. Si nous restons à l'article 220, c'est une révision, modification partielle. Mais si nous allons à l'article 5, nous avons la possibilité de soumettre au même peuple souverain premier qui a verrouillé la Constitution, de la déverrouiller et de pouvoir procéder aux grandes mutations pour permettre à ce que les pays se dotent d'une Constitution adaptée aux réalités
politico-culturelle de notre pays. L'Alternative pour le Congo a également exprimé son désaccord avec certaines prises de position de l'opposition concernant l'application de l'article 64 de la Constitution. Selon le parti, les interprétations faites par certains acteurs politiques de cette disposition constitutionnelle ne correspondent ni à son esprit ni à sa portée juridique. À travers cette déclaration, le parti rejoint ainsi les différentes organisations politiques et sociales qui se sont déjà prononcées en faveur du débat sur la révision de la Constitution. Rendons-nous en province à présent. Au Lualaba, 32 présumés bandits, dont plusieurs autres soupçonnés d'avoir commis des vols à main armée, braquages et meurtres, ont été présentés au gouvernement provincial ce week-end, démantelés lors d'opérations menées par la PNC et les FARDC à Fungurume et à Kolwezi. Ces suspects seront déférés devant les instances judiciaires compétentes pour répondre de leurs actes. Coup de défilé majeur au Lualaba, les vice-gouverneurs représentant la gouverneure Fifi Masuka Saini a été présenté le vendredi 29 mai 2026, les 32 présumés bandits démantelés par les services de sécurité. Parmi eux, 28 des 10 réseaux venus des Fungurume, responsables d'une série de vols et meurtres qui terrorisent la population. Preuve à l'appui des images des caméras de surveillance ont confondu les malfaiteurs et 4 autres ont été arrêtés mais dans les sacs et sont responsables de l'assassinat d'hommes sur l'avenue du 30 juin et l'incident de l'arrêt Arcadia à Kolwezi. La présentation a eu lieu à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement provincial. Elle a été faite par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Roy Kaumamayounde Philippe, en présence du comité provincial de sécurité et la bourgmestre de Fungurume, Aline Makano Chilombo. Il y a eu beaucoup de problèmes par rapport aux bandes de criminels qui ont attaqué les shops et autres. Et donc c'est les services de renseignement du bataillon qui ont fait ces boulots. Nous remercions aussi le général de la PNC qui abat un travail de titan. Le colonel Jean-Jacques de Fungurume a fourni par la suite les détails techniques de l'opération. Lors d'une opération de ratissage, une arme GP type retail numéro 6986, un pantalon et une paire de baskets ont été retrouvés. Le vice-gouverneur Clément Moufundi Tinatkar a salué ce travail remarquable des services de sécurité. Il a ensuite instruit le ministre provincial de l'Intérieur de collaborer avec les instances judiciaires compétentes afin que ces présumés bandits armés soient jugés et condamnés conformément à la loi en audience foraine. Au nom de la population et de notre gouverneur qui est empêché, nous vous remercions sincèrement, puisque ces gens viennent de prendre maintenant notre habitude de déranger la population. Il faut les déférer directement devant le tribunal, c'est le juge naturel. Ça signifie, ça peut donner la confiance à la population, continuer dans ce sens pour que les gens soient tranquilles. Sous l'égide du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la population du Lualaba est appelée à collaborer avec les services de sécurité pour démanteler tous les réseaux criminels et qu'elle doit se rassurer que la traque contre les réseaux criminels se poursuit sans relâche et les ennemis de la paix sociale sont mis en garde. L'Éthiopie vote ce lundi 1er juin. Après des années de guerre civile et de division, 40 millions d'électeurs à peu près doivent choisir leurs députés et décider de l'avenir politique du pays. Le parti d'Abiy Ahmed part favori, c'est-à-dire le Premier ministre sortant, mais l'opposition dénonce déjà quelques irrégularités. Les résultats sont attendus autour du 11 juin, selon les autorités locales. Les partis de la prospérité, la formation au pouvoir part largement favori. Pour les chefs de l'exécutif, ces votes est présenté comme une étape majeure vers la stabilisation et la poursuite des réformes économiques du pays. Un pays dont la croissance reste parmi les plus dynamiques du continent malgré les secousses. Pourtant, cette élection se déroule dans un climat profondément contrasté. Derrière l'exercice démocratique, les stigmates de la guerre civile officiellement terminée en 2022 restent visibles. L'instabilité persiste dans plusieurs régions clés, notamment à Oromia et en Amara, où les conflits armés entravent les bons déroulements du scrutin. Plus remarquant encore les tirs, plus remarquant encore les Tigrés et une fois de plus exclus du processus électoral. Face à l'hégémonie du parti d'Abiy Ahmed, l'opposition dénonce un terrain de jeu loin d'être équitable entre les candidats empêchés de faire campagne, les figures politiques en exil ou incarcérées et absence d'observateurs internationaux indépendants. Beaucoup de voix dénoncent un scrutin verrouillé dès les premières heures de ces votes. Des irrégularités sont déjà
chose signalé par certains observateurs locaux, alimentant les scepticismes sur la transparence du processus. Les défis pour le gouvernement est désormais double: obtenir une légitimité par les urnes, mais surtout réussir à apaiser un pays profondément grammenté. Les résultats officiels sont attendus dans une dizaine de jours. Une atmosphère où l'espoir d'un nouveau souffle démocratique se heurte une fois de plus à la réalité des divisions nationales. Le compte à rebours pour le go de la Coupe du Monde est lancé et plus que 10 jours nous séparent désormais du démarrage de la grande fête du football mondial en Belgique. Depuis la semaine dernière, les Léopards aiguisent le fer pour bien se lancer dans cette compétition en Ligue des Champions. Les portes de la saison 2025-2026 sont refermées avec le titre du Paris Saint-Germain qui a battu Arsenal en finale. Vous l'aurez compris, c'est l'heure du point complet sur l'actualité sportive du week-end avec Christian Bokaya. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, bonjour à toutes et à tous. On va se lancer tout de suite. Un premier sujet, Léopard, mondial 2026. Ils sont déjà en train de peaufiner leur préparation à Liège. Avec ces questions de faire bonne figure aux États-Unis, Canada, mais également au Mexique, puisque le tout premier match de la RDC sera bien sûr le 17 juin. Ce sera face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Ensuite, face à la Colombie, à Guadalajara. Ce sera bien sûr au Mexique, Christopher. Alors pour faire bonne figure, comme je le disais tantôt, les Léopards de la RDC aiguisent le fer en Belgique, plus précisément à Liège, arrivé en Belgique depuis la semaine dernière. Le Fauve se prépare sereinement, prépare sereinement cette Coupe du Monde mercredi. Ce mercredi, bien sûr, la RDC va se mesurer au Danemark avant d'aller jouer un autre match. Test face au Chili, ce sera bien sûr le 9 juin en Espagne, précisément à Marbella. La tanière affiche presque complet. Les derniers joueurs attendus aujourd'hui, c'est bien sûr Brian Chipenga, puisqu'Aaron Wan-Bissaka, lui, est déjà à Liège où le groupe prépare cette Coupe du Monde 2026. Très bien, concernant les préparatifs du mondial, toujours, le Sénégal a été battu en amical par les États-Unis d'Amérique. Effectivement, le champion d'Afrique sur terrain a été défait, bien sûr, par le pays co-organisateur qui est bien sûr les États-Unis. Regardez même le développement du football. C'est vrai que depuis un moment, le soccer n'est pas beaucoup plus développé aux États-Unis. On parle plus de la NBA. Mais les jeux développés par les Américains prouvent à suffisance qu'ils sont déterminés. Cette fois-ci, étant pays co-organisateur, de faire bonne figure lors de cette Coupe du Monde. Alors, les Lions de la Teranga ont encaissé 2 buts avant la demi-heure de jeu, avant de se ressaisir et réduire l'écart. Ce match, au coup de sifflet final, s'est terminé sur le score des 3-2. Ce match a bien sûr permis à Paptio de se faire une idée avant d'affronter la France le 16 juin prochain. Ce sera à New York, ce genre de match France-Sénégal. On l'attend impatiemment, puisque la dernière fois que les deux pays se sont affrontés, et c'est bien le Sénégal qui avait pris les dessus, avec ses buts de Papa Bouba Diop, à moins que ma mémoire ne me trahisse. Mais sinon, quand on regarde, quand on voit le jeu produit par les Américains, les États-Unis là, alors on se dit, ils ne sont pas seulement forts dans la guerre, encore moins en NBA. Maintenant, ils jouent... on va dire calmement au football. Mais en tout cas, beaucoup de maîtrise, beaucoup de calme, les dernières passes dans le petit carré. On dirait le Barcelone de 2015 là. Non, mais très bien. Ça peut être aussi le Barça de cette saison avec Lamine Yamal. Ok, très bien. En Ligue des Champions, le PSG reste champion d'Europe, back to back, champion mon frère. Back to back, c'est ce que le PSG a fait. Il est peut-être sur les traces du Real Madrid puisqu'il n'est qu'à un titre pour égaler le record détenu par le Real Madrid qui a gagné 3. Si encore les débats et permettre aux Gunners d'aller chercher ses premiers titres. On va voir maintenant qu'ils ont raté la Ligue des Champions. Kai Havertz, Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Trossard. C'est vrai que s'il faut parler d'effectifs, il n'y a aucune équipe parmi celles qui sont arrivées au dernier carré qui démérite. Barcelone compte des stars quasiment à tous les niveaux. Le Ballon d'Or, il est à Paris Saint-Germain. Je vais citer Manchester City, même l'Atlético Madrid avec Julián Alvarez. Donc c'est plus question de qui est plus constant jusque dans le dernier geste que qui a le meilleur joueur dans son équipe. Et je pense que l'expérience pour cette finale-là a pesé puisqu'on a vu Arsenal
qui a délibérément refusé de jouer. Il a laissé l'initiative du jeu au PSG. Et dans cette finale, pour peut-être terminer très vite, le PSG, c'est grâce à l'expérience qu'il a pu quand même s'imposer, parce que ce n'est pas une première finale disputée par le Paris Saint-Germain. Le PSG a perdu la finale, il est revenu plus fort et ça fait 2 finales de suite et il gagne ces finales. Là, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et voilà, en gros, Arsenal reviendra peut-être plus fort très prochainement, mais attention, en Angleterre, quand les géants vont se réveiller, ça risque d'être compliqué aussi pour le Gunners. Mais vous ne parlez pas des à côté quand même. Kylian Mbappé, très critiqué, ou encore Fally Ipupa, le Congolais, qui joue au Parc des Princes pour la célébration hier. Mais il y a aussi le trouble, je préfère peut-être parler de ça, puisque des scènes de liesse qui se sont transformées en casse, en trouble. Ils se sont comportés en Congolais. En Congolais. J'ai vu même des commentaires de Congolais, ils ont dit, bon, les supporters... Il n'y a pas que Vita et les aigles. Voilà, ça veut dire même les supporters parisiens qui, malgré toujours leur à copier des bêtises. Ils ont essayé de... Sinon, moi, je ne voulais pas faire l'apologie des violences dans les installations sportives. Les à côté, oui, Fally Ipupa a joué lors de la célébration, en tout cas lors de cette fête. Et puis, il y a aussi ces départs de Kylian, puisque ça fait polémique, mais il y a aussi les Barcelonais, hein, puisqu'on a essayé de réveiller cette histoire, les départs des Dembélé. Il part du Barça puisqu'il était indésirable, mais arrivé au Paris Saint-Germain, il gagne 2 Ligues des Champions, il gagne un Ballon d'Or. Et là déjà, s'il dispute bien, il gère bien sa Coupe du Monde, il peut conserver en tout cas son titre de Ballon d'Or. Peut-être pour terminer aussi, vous ne serez pas contre un Kylian Mbappé Ballon d'Or s'il brille aussi en Coupe du Monde, parce que c'est lui le meilleur buteur de la Ligue des Champions et le meilleur buteur aussi de la Liga. Briller ne suffit pas, il faut gagner des titres. Alors, briller, c'est-à-dire remporter. Bien évidemment, si la France gagne la Coupe du Monde et que Kylian... Mbappé est meilleur buteur. Ouais, Kylian, ce ne sera pas un scandale qu'il soit Ballon d'Or. Non, ce ne sera pas un scandale. Parce que cette saison, qu'on se le dise, qu'on ne soit pas surpris. Malgré son année blanche. Ça veut dire, cette année, on va plus s'atteler sur la Coupe du Monde, parce que c'est la compétition majeure. Mais bon, si vous ne gagnez pas de Coupe du Monde, on va voir la Ligue des Champions et consorts, parce que Kylian n'a pas gagné des Ligas, il n'a pas gagné de Ligue des Champions. Avec le Real Madrid. Donc, ce sera un peu compliqué. Donc, ce qui peut sauver sa saison, c'est un trophée de la Coupe du Monde. Mais ce n'est pas facile quand on sait qu'il y a aussi le Portugal de Cristiano Ronaldo qui rêve encore de soulever sa première Coupe du Monde et peut-être la dernière pour Cristiano Ronaldo. Ou encore la RDC de Cédric Bakambu. Et tout est possible, nous sommes au Congo. En squash, pour terminer, les rideaux du tournoi Corporate tiré. Effectivement, Christopher, et c'était bien sûr au temple de la galerie de La Fontaine, qu'on voit bien sûr en image, que les rideaux de ces tournois corporate ont été tirés. La première édition du tournoi de squash, exclusivement dédié aux amateurs, s'est clôturée en apothéose dans la commune de La Gombe, devant un public qui était totalement en liesse. Alors, dans la grande finale du tableau supérieur, le choc tant attendu a tenu toutes ses promesses. Momo Issa s'est imposé avec autorité face à Anil Verma sur le score des 3-7-1, soit 11-4, 11-3, 7-11, 11-4, enfin 11-7, après avoir survolé les 2 premières manches. Issaoui a dû faire face au réveil d'Anil Verma au 3e set avant de sceller définitivement sa victoire dans le 4e acte pour s'offrir le titre de cette première édition. Je voudrais qu'on écoute bien sûr sa satisfaction après avoir survolé la première édition du tournoi des squash. C'était difficile, je devrais être beaucoup plus tactique, j'avais un plan de jeu. C'est un ami, je joue avec lui assez souvent, donc je connais un peu ce qu'il fait, je m'attendais à ses coups. J'étais bien préparé, je pense beaucoup mieux que lui, parce qu'il vient d'une blessure. Donc ça va, tant mieux. J'ai profité et j'ai gagné le match. Il a compris mon plan de jeu. En fait, c'est un joueur vachement expérimenté, il fut champion de son université à Bombay. Donc c'est pas un joueur qui vient de commencer. Et il a compris un peu mon plan, du coup j'ai dû ajuster et voilà. J'ai gagné le 4e, mais je suis champion. Excellente. J'ai hâte pour la prochaine édition. Je remercie tout le monde, je remercie les sponsors, je remercie les fans, je remercie les joueurs. Excellent travail. Très bien, on a suivi le vainqueur, Christian Bokaya. Oui, et puis c'était un pari gagné, bien évidemment, pour les organisateurs. Pour cette première édition, c'est vrai qu'on s'y attendait le moins, mais les organisateurs ont placé la barre très haut, question de permettre aux amoureux du squash de pouvoir mieux s'exprimer. Alors, je voudrais aussi qu'on prenne leur réaction, puisqu'ils sont
très satisfaits de voir quand même cette première édition réussir. On va écouter tour à tour les organisateurs. Disons merci d'abord aux participants parce que si on a pu réaliser ces tournois, c'est parce qu'il y a des participants qui se sont inscrits, donc des professionnels d'entreprise en fait qui pratiquent le squash se sont inscrits et l'implication des différents partenaires et sponsors était très capitale parce que organiser une telle compétition demande au-delà de l'aspect financier, de tout ce qu'il y a comme aspect logistique, d'où nous remercions vraiment tous nos partenaires de cette première édition. Et nous espérons vraiment les avoir encore pour les prochaines éditions et nous invitons aussi à ceux qui, aux différentes entreprises, aux différents partenaires en fait, qui ne se sont peut-être pas présentés, mais qui se sont présentés en retard, n'hésitez pas hésiter de pouvoir nous accompagner parce que le sport en fait c'est non seulement au-delà c'est la discipline, c'est aussi en fait tout ce qu'il y a comme responsabilité sociétale au niveau de l'entreprise et ça reste très capital. Alors, lorsque nous avons imaginé organiser ces tournois, notre ambition était d'aller au-delà d'une simple compétition. L'idée était de créer un cadre de rapprochement entre différentes entreprises. Alors, pour cette première édition, nous avons reçu la participation de plusieurs joueurs, du cadre d'entreprise, des entrepreneurs, et aussi des amateurs. Bien sûr, nous sommes satisfaits, surtout avec la collaboration de la fédération qui nous a soutenus sur le plan technique. Il nous a accompagnés depuis le début jusqu'à la finale. Merci beaucoup Christian Bokaya, c'était bien, hein, c'est là l'essentiel de l'actualité sportive pour ce midi. Effectivement Christopher, on va se retrouver la semaine prochaine, peut-être pas avec beaucoup d'images puisque c'est quasiment fini en Europe. Tous les championnats, c'est déjà la fin des saisons hein, en Europe. La Ligue des Champions aussi. Maintenant, on attend la Coupe du Monde qui démarre le 11 juin. Ce sera sans doute peut-être avec un focus préparation Coupe du Monde. Il y a les Léopards qui vont disputer 2 matchs amicaux. Ouais. Il y a déjà une équipe mobilisée en Europe. Pourquoi pas des images d'entraînement. Les à côté, on a vu le Mombavea partir. Le problème de visa, la problématique. Il me semble que même le Mexique aussi a bloqué ses frontières pour les ressortissants. Le Mexique a imposé la quarantaine de 21 jours. Donc ce sera un peu compliqué. Mais on espère qu'avec les supporters qui sont déjà en Europe, on les considère étant dans une bulle sanitaire. Ils vont consommer leurs 21 jours. Et question de rallier Mexique, bon, pour ceux qui ont aussi les visas, Canada, États-Unis, parce que les États-Unis n'ont pas fermé leurs frontières, mais ils ont imposé beaucoup de restrictions, des mesures de restrictions, question de les respecter. Mais on va se retrouver la semaine prochaine avec des images de l'EPFKIN et voilà, les championnats nationaux, puisqu'il y a encore les playoffs avec Illico Cash League 1. Très bien. Merci beaucoup Christian Bokaya. Je vais rappeler les titres parce que ce journal est terminé. À la une de ce journal, 17 personnes ont perdu la vie dans une nouvelle attaque attribuée aux terroristes ADF dans la région de Beni au Nord Kivu. Les assaillants ont frappé simultanément le quartier Ngadi en ville de Beni et le village Vemba dans la zone Mayagans. Début de solution suite à la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Les autorités sanitaires ont présenté ce week-end 4 survivants pris en charge par le centre médical évangélique de Bunia. Un signal d'espoir dans cette opération des ripostes vigoureuses. Dans le reste du continent, l'Éthiopie tient ce 1er juin ses élections générales, c'est-à-dire les législatives et les régionales. Quelques 50 millions d'électeurs se sont enregistrés pour confirmer ou non les assurances du Premier ministre sortant, Abiy Ahmed, qui fait la part largement favori. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Ne nous quittez pas, la revue de presse tout de suite avec Nathan Diarmoutier. De retour sur ce plateau avec Nathan, bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher, merci, bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout.
À la une de la presse ce lundi, changement de la Constitution, le retentissant silence de Vital Kamerhe a intéressé les journaux. Tout à fait, Christopher Ochokoum. Le journal paru ce lundi s'intéresse essentiellement à cette information. On ouvre le bal avec le journal Congo au Nouveau qui titre « Changement des constitutions, Vital Kamerhe cède à la tentation ». Eh bien, Christopher, ce portail renseigne que dans un communiqué officiel publié jeudi, le membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation fixe la position de son parti, une position qui est perçue comme une capitulation du pacificateur Vital Kamerhe face à l'obsession de son camp politique de vouloir absolument changer la Constitution. Vital Kamerhe a fini par céder à cette tentation, laissant mourir son ambition personnelle, pourtant fixée à Nairobi dans les cadres de la coalition Cash Cap pour les changements. Pendant ce temps, Christopher, le journal exclusif RDC évoque que l'opinion congolaise assiste actuellement à ce qui est peut-être qualifié de vive controverse autour de la position de Vital Kamerhe sur les changements ou la révision de la Constitution. Ce média précise, selon de sources proches du numéro 1 de l'UNC, ces documents ne seraient pas authentiques. Certains laboratoires obscurs auraient voulu provoquer Vital Kamerhe pour le pousser à réagir à ces débats qui défraient la chronique. Didier Kamerhe, l'un des fils de Vital Kamerhe, est C'est son fils ou c'est son cousin, Didier Kamerhe? On parle l'un de ses fils, cousin, neveu. On va vérifier ça. Et qui aurait déjà monté au créneau pour dénoncer ces documents. Il dit le communiqué qui circule est un faux. Le portail renchérit également en évoquant un silence stratégique. Plusieurs analystes s'accordent pour affirmer que depuis que la fachisphère a lancé son projet de changement de la loi mère, le président de l'Union pour la nation congolaise ne s'est pas encore prononcé de manière claire et officielle jusqu'à ces jours. Vital Kamerhe n'a ni affirmé ni infirmé. Il se montre encore dubitatif. Très bien, salubrité à Kinshasa. Tshisekedi met en place une task force qui sera coordonnée par Jean-Pierre Kassongo Kabwik. J'avais vu votre commentaire sur le statut à ce sujet. Que disent les journaux? Eh bien, Christopher Ochokoum, le général Jean-Pierre Kassongo Kabwik est perçu actuellement comme l'homme de la situation. Africa News entre en lice et pointe sur sa une. Marre de la saleté, Tshisekedi place la capitale sous autorité paramilitaire. Le général Kassongo Kabwik chargé de nettoyer et Kinshasa. Ce média rapporte que Task Force main de fer, fatigué de l'insalubrité chronique. Félix Tshisekedi place Kinshasa sous régime spécial. Une task force paramilitaire pilotée par le service national va désormais dicter la loi de la propriété. Et Kinshasa change des méthodes. Le président Tshisekedi a tranché. Fini donc les demi-mesures pour ce portail. C'est donc un signal fort. On passe du civil au paramilitaire. L'objectif est clair, injecter discipline, rapidité et autorité là où les mécanismes classiques ont carrément échoué. D'après le journal Les Phares, pour clore justement ce tour d'horizon, Daniel Bumba, le gouverneur de la ville de Kinshasa, devrait donc tirer les conséquences de la création de la task force chargée de l'assainissement et salubrité. Car en politique, on utilise plusieurs styles de langage pour exprimer une réalité ou annoncer une décision selon les cas. Parfois, certains styles semblent d'ailleurs difficiles pour les non-initiés et exigent beaucoup plus de sens d'analyse pour déceler le message transmis ou encore émis, une pratique qui exige un peu plus de lucidité, capacité d'analyse et sens des compréhensions politiques pour justement déchiffrer le vrai message émis dans un langage qui n'est pas approprié pour le commun des mortels. Très bien, merci beaucoup Nathan Diamoité pour ce magnifique résumé de ce que les journaux ont proposé ce lundi. C'est moi qui vous remercie, Christopher. Ce journal est définitivement terminé. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.